Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques livres de développement personnel que j'ai lus ces dernières années. C'était les premiers livres de développement personnel que j'ai lus et ce sont des livres qui m'ont beaucoup aidé en fait dans mon chemin personnel et je pense qu'ils peuvent vraiment aider beaucoup de personnes. Et ils m'ont permis surtout de faire des changements dans ma vie assez importants. Et donc c'est pour ça que je voulais vous les présenter aujourd'hui, parce qu'on est encore au mois de janvier, on est le 30 janvier aujourd'hui. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Et lire ces livres, ça peut vous permettre justement d'aller sur un chemin peut-être un peu différent de ce que vous pensiez, que des bonnes résolutions classiques qu'on tient 2 mois et qui ne sont pas vraiment peut-être ce dont on a besoin aussi. Donc ça peut vous permettre de mieux vous connaître, ces livres, de réfléchir et puis d'avoir des choses vraiment adaptées à vos besoins. Alors le premier que beaucoup de gens connaissent, c'est le Miracle Morning de Hal Elrod, je vous en ai déjà parlé. Donc moi, c'était très vendeur ce livre. Quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est génial. C'est un livre qui parle en fait de tout ce qu'on peut faire le matin en se réveillant un petit peu plus tôt et d'avoir du temps pour soi. Donc c'est un livre qui parle beaucoup aux parents notamment, puisque ensuite on a l'enchaînement de la journée avec habiller les enfants, les emmener à l'école, au travail. Le soir on n'a pas le temps non plus. Et donc je m'étais dit mais c'est génial de prendre ce temps le matin. Et lui, en fait, il met en place des choses différentes le matin, donc par exemple de la méditation, un petit peu de sport, faire du journaling, donc écrire par exemple ses objectifs de la journée. Alors pour tout vous dire, j'ai essayé plusieurs années de faire ça le matin, de me lever à 6h le matin ou 5h30 et puis d'avoir une petite heure pour moi pour faire ces choses-là. J'ai jamais réussi à vraiment le faire le matin parce que j'ai beaucoup de mal le matin et je suis plutôt quelqu'un qui se couche plus tard et qui se lève un peu plus tard. Et j'ai la chance de pouvoir me lever à 7h, 7h30, voire 8h. Je me couche plutôt vers 11h minuit. Et bien que j'ai fait beaucoup d'efforts pour changer ce rythme et puis me lever plus tôt et faire ce Miracle Morning, c'est pas tout à fait adapté à moi. Donc si vous voulez, par contre je trouve que c'est quand même très intéressant, je l'ai relu plusieurs fois pour bien justement comprendre les petits outils qu'on peut mettre en place. Et en fait, moi j'en ai certains que je mets en place le matin quand je me réveille et d'autres que j'ai en place le soir. Par exemple, lire quelques pages d'un livre, je le fais plutôt le soir dans ma routine du soir. Donc si vous voulez, j'ai dispatché un petit peu les choses dans mes routines du matin et du soir, mais je trouve qu'il est quand même très intéressant. Et si vous êtes plutôt quelqu'un qui se lève facilement, ça peut vraiment vous aider à prendre du temps pour vous et avoir l'idée de construire une routine pour vous. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre de ce qu'il dit, exactement ce qu'il dit, mais en tout cas, ça donne beaucoup d'idées. Et ce qui est bien, c'est qu'il a construit, donc il y a une grande communauté en fait sur le Miracle Morning, sur les réseaux sociaux, etc. Et vous pouvez aller voir un petit peu tout ce que font les gens par rapport à ce livre. Et ça peut vous donner plein d'idées. Voilà, c'est juste de puiser dedans pour dire moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire le matin quand je me réveille, qu'est-ce que j'ai envie de faire avant de dormir, et comment j'organise ces activités-là. Et ça devient en fait après des habitudes. Donc on n'a même plus besoin d'y penser en fait. C'est comme se lever, se laver les dents ou aller aux toilettes. Voilà, on se lève et on fait notre méditation. Il y a des gens, c'est vraiment leurs habitudes, ou se lever et faire du sport, ou juste après le café, prendre son journal et écrire ses objectifs de la journée. Voilà, par exemple, moi c'est pendant que je bois mon café, j'écris mes 3 objectifs. C'est quelque chose, j'y pense même plus. Le journal il est sur la table et je le fais tous les matins. Donc ça m'a aidé vraiment à ça. Avant de lire ce livre, j'avais aucune connaissance des routines, de à quoi ça sert, pourquoi. Et je trouvais ça un peu bizarre. Et en fait, c'est des choses qui nous permettent de prendre du temps pour nous et d'avancer dans notre chemin de développement et d'être plus heureux, pour ma part en tout cas. Voilà, donc ça c'était le premier livre, si vous l'avez jamais lu. Il est assez gros, mais il se lit vraiment hyper facilement. Il est très très simple, très simple de lire ce livre. Donc le deuxième livre, moi, qui m'a permis vraiment on va dire, de reprendre ma vie en main et d'aller à l'essentiel, parce que j'étais un peu noyée dans un tas de tâches toute la journée en mode pilote automatique. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis de reprendre les rênes de ma vie, donc je le trouve génial. C'est L'art d'aller à l'essentiel de Léo Babauta. Donc ce livre, en fait, j'en ai déjà parlé dans 2 vidéos. Je vous les mets en vignette, donc vous pouvez aller les voir. Elle détaille exactement la méthodologie qui est décrite dans ce livre. Vous voyez, il est tout petit et il est très très puissant. Donc c'est un livre en fait qui vous permet d'avoir une vie simplifiée, d'avoir moins d'objectifs et de changer ses habitudes en fait, des choses qu'on fait justement par habitude, mais pourquoi on les fait en fait, de reprendre un peu du sens à notre vie, de voir ce qui nous plaît, d'identifier de nouveau nos besoins et de se concentrer là-dessus en fait, d'identifier 2, 3 besoins qu'on a vraiment en ce moment
et d'aller, on va dire, dérouler un plan d'action, mais que sur ces besoins-là, et d'éliminer surtout tout le reste de notre vie. Donc ça fait de l'espace. Moi, je suis passée, par exemple, dans les mails, il parle beaucoup des mails et du travail, je suis passée de 100 mails par jour à 15. Donc vous voyez, de traiter 100 mails par jour ou 15 mails par jour, c'est pas la même chose en termes de temps. Et ça m'a laissé du temps, justement, pour faire des activités qui me plaisent. Du sport, de la lecture, passer du temps avec mes enfants, planifier mes vacances. J'avais jamais le temps de planifier mes vacances, donc je ne partais pas en vacances. Vous voyez, des choses toutes simples, mais voilà, pourquoi on vit? On ne vit pas pour travailler. Notre travail doit nous permettre de vivre la vie qu'on a envie. Donc ça permet de remettre du sens. Alors c'est assez tranché comme truc, donc voilà, des fois on se dit mais oui, ok, on peut faire ça, mais il est gentil, mais il faut quand même que je gagne ma vie, etc. Donc vous pouvez appliquer vraiment les principes de ce livre à votre vie. Et comme il est très court en fait, voilà, il donne des règles en fait, et voilà, par exemple chapitre 4, une chose à la fois, arrêtez d'être multitâche, c'est qui a dit qu'on doit être multitâche en fait, on va faire une chose à la fois, notre cerveau il va diminuer la charge mentale, et puis on fera moins de choses, mais du coup on va trier ce qu'on a envie de faire. Voilà, le but c'est de gagner du temps, de l'espace-temps, et de se concentrer sur l'essentiel comme le nom l'indique. Donc si vous voulez plus d'infos, allez voir mes vidéos sur ce livre. Le troisième livre que j'ai lu beaucoup plus tard, c'est un livre sur la communication non violente. Donc Marshall Rosenberg, hein, c'est un spécialiste de la communication non violente. Et le livre s'appelle Les mots sont des fenêtres. Ou bien ce sont des murs. Et donc moi c'est un livre que je relis en fait souvent. De toute façon, l'art d'aller essentiel, je le relis aussi de temps en temps, quelques chapitres pour me remémorer quand je recommence à me disperser. Et ce livre-là aussi, puisque la communication non violente, c'est l'art de communiquer avec vos proches, enfin, ou même au travail, avec tout le monde en fait, mais d'une façon bienveillante, respectueuse et non violente. Donc d'écouter, en fait, c'est l'art d'écouter aussi les gens, de ne pas vouloir toujours leur donner des conseils, mais écouter ce qu'ils ont à dire, les observer. Et puis quand on a quelque chose, nous, à communiquer, de le communiquer d'une façon qui n'est pas sous un format de reproche ou d'agression, mais qui va être sous un format neutre. On va parler des faits, on va parler de ce qui se passe en nous quand ces faits arrivent et de ce qu'on voudrait, mais on ne va pas agresser les personnes en disant « je veux que tu changes, pourquoi tu fais toujours comme ça ?» On ne va pas généraliser. En fait, c'est d'enlever un petit peu les biais aussi de communication qu'on a tous. Et moi, en fait, je pars de très loin par rapport à ça, puisque j'avais à peu près tous les biais de communication possibles, donc la généralisation, l'aggravation, enfin, je fais plein de choses. Je trouve des preuves, je ne sais plus comment ça s'appelle ce biais, mais vous trouvez plein de preuves pour dire que vous avez raison. J'essaye de convaincre toujours les personnes. Je suis très comme ça et très souvent agressive. J'y suis encore un peu, mais grâce à ce livre, je me suis un petit peu améliorée. Et je vous dis, j'y reviens souvent parce qu'en fait, quand on n'a pas eu l'habitude de communiquer de cette façon, bah, c'est assez difficile, hein, c'est un entraînement. Donc des fois on échoue et on recommence, mais le tout c'est déjà d'être conscient de ce qui sort de notre bouche, le ton et la façon dont ça sort pour arrêter aussi de se victimiser quand les gens vous disent bah, t'es agressive, etc. Bah non, je suis pas agressive, bah si, oui, je suis agressive et des fois j'ai une communication violente. Et donc comment je fais pour améliorer ça? Comment je fais pour arrêter de juger? Comment je fais? Voilà, ça parle de tout ça. Je pense que c'est quelque chose en fait qu'on devrait apprendre à l'école, hein, la communication non violente. On devrait faire des cours de communication non violente. Et ça nous aiderait énormément dans nos relations, aussi bien avec nos enfants, nos conjoints, notre patron, nos collègues. Malheureusement, on n'apprend pas ça et on vit dans un monde quand on fait attention à ça, et après vous écoutez les gens parler, il y a énormément de communication violente. Et qui est complètement du coup stérile et qui entraîne des émotions dans les dialogues qui empêchent de trouver des solutions. Des choses justement qui montent très vite. Donc très très bien, surtout si vous avez des adolescents, lisez-le, ça peut beaucoup vous aider. Quatrième livre que j'adore, pareil, qui joue sur les relations avec les êtres humains, avec les gens autour de vous, c'est Les langages de l'amour de Gary Chapman. Pareil, il est tout petit, il est très facile à lire, il y a plein d'exemples. Et en fait, lui, il explique, alors ça peut être pour le couple, hein, il parle beaucoup du couple, mais c'est aussi pour les amis, pour vos enfants, pour vos parents, enfin, toutes les personnes avec qui vous avez envie de montrer que vous les aimez. Parce qu'en fait, on aime beaucoup de gens, mais souvent on n'arrive pas à le montrer, et les gens ne se sentent pas aimés. Et ils vous le reprochent même. Et ça peut être la même chose dans l'autre sens.
vous dites, bah, je me sens pas aimé parce que des gens font des choses vers vous, mais pour vous, c'est transparent, vous voyez pas en fait. Parce que c'est pas dans votre langage de l'amour à vous, c'est dans le langage de l'amour de la personne. Et en fait, ce livre, il dit que chaque personne a un langage de l'amour différent. Donc il parle de 5 langages de l'amour dans ce livre. De mémoire, il y a les cadeaux, rendre des services, dire des compliments aux personnes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toucher les personnes, faire des câlins. Et puis il y en a un 5e. Ah oui, avoir des moments de qualité avec les personnes. Donc par exemple, moi, mon langage de l'amour, c'est avoir des moments de qualité avec les personnes et des moments profonds où on peut discuter de choses assez profondes. Donc ça, c'est je pense, c'est mon premier langage d'amour à moi. Et donc, je fais souvent ça avec les personnes que j'aime. Mais sauf que les personnes que j'aime, elles, des fois, elles sont complètement opaques à ce langage-là. Elles, tout ce qu'elles veulent, c'est un bisou, peut-être un câlin, ou peut-être un petit cadeau. Alors, un cadeau pas forcément cher, ça peut être une petite lettre, une petite attention. Ça peut être une personne qui aime qu'on lui rende service. Et quand on lui rend service, elle se sent aimée. Donc vous lui amenez, je sais pas, votre mari, vous lui amenez un petit café, peut-être qu'il se sent très aimé quand vous faites ça, ou peut-être que lui, c'est complètement opaque, ce qu'il veut, c'est un bisou, ou ce qu'il veut, c'est que vous lui dites qu'il est beau. Voilà, donc il faut être sur le langage de la personne, si vous voulez communiquer l'information qu'elle passe, en fait. Sinon, c'est comme si c'était brouillé, vous voyez, c'est comme quand vous regardez la télévision et que c'est brouillé. Vous allez envoyer quelque chose, mais l'autre, il va pas le recevoir. Donc c'est énorme hein, comme livre. Enfin, lui, il a fait ce livre parce qu'il a suivi beaucoup de couples et il s'est rendu compte de ça et en fait, il en a fait un livre. Et je pense aussi que c'est quelque chose qu'on devrait tous savoir, ça. Que le langage de l'amour de chaque personne est différent. Il est bâti depuis notre enfance, hein, avec notre expérience d'enfant. Et toute la vie, on garde un langage. Et voilà, si on ne communique pas dans notre langage, on ne comprend pas les gestes d'amour et on risque de se sentir mal aimé alors qu'on est aimé. Et pareil si on fait ça sur les personnes qui nous entourent. Donc livre vraiment de base. Et un des derniers que j'ai lu là tout récemment, j'en ai déjà parlé, c'est Atomic Habits. Alors celui-là, je vous en ferai je pense une vidéo spéciale parce que on est encore au mois de janvier et il y a beaucoup de gens, comme je vous l'ai dit, qui ont des bonnes résolutions. Et en fait ce livre, alors je l'ai lu, alors il est traduit en français mais en anglais il est assez facile à lire. Et il donne des règles, il donne des trucs vraiment concrets pour construire des nouvelles habitudes. Pour qu'elles durent et pour qu'elles soient justement des habitudes et que ça soit plus basé sur votre volonté. Parce que quand on veut changer quelque chose dans notre vie, par exemple, je veux me mettre au sport, au début, on dit c'est sur la volonté, il va falloir que je me force, il va falloir que je fasse ma séance, et pendant un certain temps, c'est comme ça. Et c'est très dur de tenir. Et des fois, on lâche parce que c'est tellement dur par la volonté. Et donc lui, il dit que la volonté, en gros, ça sert à rien. Il ne faut pas bâtir des nouvelles habitudes en se basant uniquement sur la volonté. Et si vous n'arrivez pas à bâtir de nouvelles habitudes, c'est pas parce que vous n'avez pas de volonté. C'est que c'est juste votre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Donc si vous voulez bâtir de nouvelles habitudes, il faut être en accord avec la psychologie de votre cerveau. Et donc lui, il donne des astuces psychologiques pour que ça soit facile de mettre en place ces habitudes de vie. Donc voilà, si vous avez envie de passer plus de temps à lire, moi par exemple, j'ai bâti des nouvelles habitudes, je voudrais méditer plus. Donc je me suis servi des astuces de ce livre pour que la méditation fasse plus partie de ma vie. Et que ça ne soit pas quelque chose que je fasse que par volonté, mais que ça soit très très facile pour moi de le faire. Je voulais aussi faire plus d'aquarelle, j'ai suivi ces choses-là dans le livre. Par exemple, il y a une règle qui dit, si vous voulez faire quelque chose très souvent, il faut absolument que ça soit visible pour vos yeux. Donc vous rentrez chez vous, vous voyez la chose. Si vous ne voyez pas la chose, c'est mort, vous ne le ferez pas. Donc si vous mettez vos affaires de sport au garage, etc., vous n'irez pas. Si vous voulez faire de l'aquarelle, mais que l'aquarelle c'est dans une pièce loin ou c'est rangé dans un placard, vous n'en ferez jamais. Donc par exemple pour l'aquarelle, j'ai mis toutes mes affaires d'aquarelle à un endroit dans mon salon visible, voilà, et je les vois tout le temps, quoi. Donc déjà c'est la première chose, c'est que votre cerveau voit le truc et que ça soit quelque chose d'agréable pour vous. Une séance de sport, ça ne doit pas être horrible. Vous devez avoir envie de le faire. Alors parfois on n'a pas comment dire, de motivation ou de volonté, mais il y a des astuces aussi dans le livre pour se récompenser. Par exemple, si c'est un peu dur, il y a une récompense. Donc vous mettez en place des récompenses, des choses, et ça vous donne la motivation en fait. Il faut tricher un petit peu avec votre cerveau. Je trouve ça hyper... il y a des trucs hyper basiques qu'on fait déjà sans s'en rendre compte. Et puis il y a des trucs un peu intéressants, hein, et vraiment on peut s'en servir pour bâtir en fait nos habitudes. Donc il est vraiment très bien, c'est un best-seller, hein, ils disent qu'ils en ont vendu 3 millions, hein, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Voilà, donc voilà pour mes 5 premiers livres, alors il y en a plein d'autres. Il y a tous les livres de Lise Bourbeau aussi, je voulais vous en parler, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce qu'ils sont tellement bien, je pense que ça vaut le coup de s'attarder un peu plus sur ce que dit Lise Bourbeau.
Mais déjà, voilà, essayez de lire voilà, quelques livres de développement personnel, peut-être pour mieux vous comprendre. Si vous avez envie de changer, bien sûr, on n'est pas obligé tous de lire des livres de développement personnel. C'est pas une obligation, c'est pas parce que c'est la mode qu'il faut le faire. Si vous êtes très bien comme vous êtes dans votre vie, ben, vous n'avez pas besoin de lire de livres hein, de développement. Moi, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas super, mais je ne savais pas par quel bout changer la chose. Et en fait, les livres m'ont aidé à comprendre et après à mettre en application. Parce que c'est pas le tout de lire. Vous pouvez lire très longtemps plein de livres et si vous ne mettez pas en application, ça ne sert à rien. Il y a vraiment les deux étapes. Il y a analyser par la lecture, moi en tout cas c'est comme ça que je fais. J'analyse par la lecture et ensuite je comprends, j'intègre par l'expérience. Donc je commence à mettre en place des choses et j'expérimente et je me trompe et je fais autrement. Et après à un moment donné, j'arrive à une phase plateau où je me dis là ça marche. Et voilà. Et donc c'est ça, c'est lisez, informez-vous et puis mettez en application. Voilà, j'espère que vous me ferez des retours sur cette vidéo, sur les livres, et peut-être il y en a certains que vous avez déjà lus. Je continuerai, je pense, les vidéos hein, sur certains de ces livres pour faire des petits résumés. Hein. Après, ça ne remplace pas le livre, hein, mais ça peut vous donner envie ou pas de le lire. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à choisir dans le grand rayon des livres de développement personnel, dans les librairies, peut-être les basiques. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Check the mic and make sure it sound right, boys.